Les AGM arrivent après les clones, car vous ne le savez sans doute pas, mais une autre révolution a déjà eu lieu ces dernières années, les aliments issus du clonage. Depuis la naissance de la brebis Dolly en 1997, la technique s'est répandue. Aujourd'hui, les États-Unis commercialisent de la viande, du lait, des œufs provenant d'animaux clonés. C'est devenu très banal, mais les industriels n'aiment pas en parler par peur de la polémique. En rayon, les étiquettes n'indiquent jamais qu'un aliment est issu du clonage. Alors en Europe, certains réclament plus de transparence. La question devrait être discutée prochainement au Parlement de Strasbourg. Écolo d'un côté, industriel de l'autre, un beau bras de fer en perspective. Les AGM et les clones font débat. Est-ce un moyen de nourrir la planète ou une nouvelle lubie des apprentis sorciers du vivant? Vous reprendrez bien du clone. C'est une enquête de Karine Perrin-Deboc pour Spécial Investigation. Le Texas, au sud des États-Unis. Dans cet État, il y a deux richesses, le pétrole et les vaches. À 1 heure de route de Dallas, une ferme comme il en existe beaucoup d'autres, le ranch de la famille Brunner, éleveur depuis 5 générations. Des génisses comme celle-ci, Brian Brunner en possède 350. Il est 9 heures, c'est l'heure du petit déjeuner. Allez les filles, à table. L'éleveur a ses préférés, ces 6 vaches charolaises. Particularité, elles sont rigoureusement identiques. Elles ont été créées en laboratoire à partir du patrimoine génétique d'une seule vache, morte il y a 4 ans. Ce sont ce que l'on appelle des clones. La vache d'origine s'appelait Duke 248. Brian en a conservé une photo. Elle faisait des veaux particulièrement recherchés pour la qualité de leur viande et lui rapportait beaucoup d'argent. C'était une vache exceptionnelle pour ses performances d'élevage et ses qualités de reproductrice. Ses petits se vendaient extrêmement bien. Un de ses fils, un veau baptisé Density, s'est négocié 170 000 $. Et forcément, j'ai eu envie de pouvoir produire davantage de bêtes comme celle-ci. Grâce au clonage, Brian peut désormais vendre 6 veaux d'exception chaque année, au lieu d'un seul auparavant. Ces vaches-là, elles vont partir à l'abattoir? Pas question. Elles vont vivre toute leur vie ici et faire plein de bébés. Le clonage a bouleversé l'agriculture moderne. Sans que nous le sachions, nous mangeons déjà des produits issus des clones. Aux États-Unis, c'est devenu presque banal, mais en Europe, certains scientifiques tirent la sonnette d'alarme. Il n'est pas sérieux et il n'est pas responsable de commercialiser ce type de viande parce qu'on peut être malade. On ne peut pas quantifier le risque pour le consommateur. Il peut être faible, mais il peut être très élevé. Ça va augmenter les cancers. Il y a toutes les chances que le métabolisme se passe mal. Enquête sur le clonage, la nouvelle révolution qui se cache dans nos assiettes. En France, le grand public a découvert le clonage en 1997, lorsqu'une brebis a fait l'ouverture du journal télévisé de TF1. Voici Dolly. Apparemment, rien ne la différencie des autres moutons, sauf peut-être une curiosité un peu plus grande vis-à-vis de la caméra. Mais en fait, c'est un animal unique au monde, puisqu'elle a été créée à partir d'un clonage. Dans un premier temps, Dolly va passionner la planète. Puis très vite, les médias se désintéressent du sujet. Pourtant, sa naissance marque une vraie révolution pour les scientifiques. Et depuis, ils n'ont cessé de cloner à tour de bras. Aux États-Unis, le pape du clonage, c'est John Kramer. Nous l'avons rencontré chez lui au Texas. Il a cloné près de 500 espèces différentes. Des chevaux, des daims, mais aussi des singes. La créature qu'il préfère se trouve dans cette petite maison au fond de son jardin. C'est un animal qu'il a fabriqué en laboratoire.
Je vous présente CC. C'est le premier chat cloné. Pour la fabriquer, nous avons pris des cellules sur l'ovaire d'une des chattes de notre élevage. Ensuite, nous avons utilisé ces cellules pour obtenir des embryons, avant finalement de les transférer dans une mère porteuse. Voilà comment elle est née. Elle s'appelle CC, c'est ça? Ça veut dire quoi? CC comme copycat, chat cloné ou copie carbone. Tous ces petits noms me conviennent, mais moi je trouve plus simple de l'appeler CC. Pour nous expliquer le clonage, le vieux professeur nous a donné rendez-vous dans la faculté où il travaille, Texas A&M, la Mecque des biotechnologies aux États-Unis. Ici, étudiants et chercheurs planchent sur le futur de notre alimentation et de notre santé. La fac ressemble à un immense zoo. Les étudiants se livrent à toutes sortes d'expériences sur les animaux. Là, par exemple, on s'intéresse aux gaz contenus dans l'estomac des bovins. Ces marques blanches que l'on voit à l'image, ce sont des trous dans le flanc même des vaches pour accéder directement à leur estomac et y faire observation et prélèvement. À 79 ans, John Kramer enseigne à plusieurs dizaines d'étudiants. Il dirige le laboratoire de reproduction animale. L'entrée de son service est sécurisée car les animaux dans les enclos sont des clones et ils sont très précieux. Il faut parfois plusieurs centaines d'essais avant d'obtenir un animal cloné viable. Alors pour mettre toutes les chances de son côté, le professeur Kramer s'est fait fabriquer une voiture sur mesure, une drôle de caravane, la Clone Mobile. Avec cette voiture, il sillonne les routes du pays pour aller récupérer sur des cadavres des tissus biologiques qui vont lui servir à cloner des animaux. Si l'animal est mort depuis moins de 24 heures, le docteur Kramer peut réussir à prélever les cellules toujours en vie. Et plus les tissus sont frais, plus le clonage a de chances de fonctionner. Ce que j'ai là, ce sont des oreilles de vache récupérées sur la carcasse d'une laitière. Les cellules sont encore fraîches et en bon état. Pour cloner cet animal, la première étape consiste toujours à préparer l'échantillon. On rase les poils pour préparer l'endroit du prélèvement, là où nous allons pouvoir récupérer des cellules à copier. Exactement comme si nous allions réaliser une opération chirurgicale. Si nous récupérons des échantillons trop longtemps après le décès de l'animal, et que nous n'avons pas pu les préparer de manière satisfaisante, alors nous les traiterons avec du désinfectant. Et pour cloner, nous utiliserons les cellules internes pour récupérer des tissus en meilleur état. Le clonage proprement dit commence. Le docteur prélève un morceau de chair qu'il met dans un tube à essai. À partir de cet échantillon, il va récupérer les cellules qui contiennent l'ADN à copier. Au retour de la clone mobile, c'est dans le laboratoire de l'université que se déroule la seconde étape du clonage. C'est le domaine de Chuck Long, l'assistant du docteur Kramer. Sa spécialité, la culture des cellules dans des incubateurs. Généralement, on met une petite photo sur l'incubateur, histoire de se souvenir sur quel animal on est en train de travailler. Là, c'est ce petit chien qui se trouve en ce moment dans le réfrigérateur. C'est un animal décédé que l'on nous a demandé de cloner à titre expérimental. Vous voyez tous ces flacons-là? Ils contiennent des cellules que nous conservons pour les étudier. Lorsqu'on regarde de près ces cellules de peau, comme celles prélevées dans la clone mobile, au bout de quelques heures d'incubation, on voit qu'elles migrent depuis le prélèvement initial vers le plastique. Elles se mettent alors à se reproduire jusqu'à doubler toutes les 24 heures environ. Il va nous en falloir environ 10 000 pour cloner. Nous surveillons de très près leur croissance au microscope. Voilà à quoi ressemblent les cellules mises en culture par le docteur Long. Elles permettront de récupérer de l'ADN pour pratiquer le clonage. L'ADN,
c'est le patrimoine génétique de chaque être vivant. Dans la nature, quand deux animaux se reproduisent, ils mélangent leur ADN pour faire un nouvel animal. L'ADN du mâle est dans le spermatozoïde, l'ADN de la femelle dans l'ovule. Avec le clonage, on n'utilise qu'un seul ADN, qu'on implante dans un ovule vide. En laboratoire, on lui fait subir un choc électrique pour provoquer la vie. Cet ovule avec un seul ADN va être ensuite réimplanté dans le ventre d'une mère porteuse. Quelques mois plus tard, naîtra la copie conforme de l'animal d'origine, son clone. Le système a un avantage, il permet de dupliquer à l'infini les meilleures bêtes d'un troupeau. Voici le taureau 86 au carré. Il porte un nom bizarre car c'est la copie d'un taureau mort en 1986. Ce taureau était naturellement résistant à une maladie et avant qu'il ne meure, une de nos équipes a prélevé quelques-unes de ses cellules. On les a conservées dans un réfrigérateur pendant 15 ans et on en a fait un clone. Grâce à la science, nous l'avons en fait ressuscité. Bon, parfois, il est un peu soupe au lait. Mais généralement, il a juste besoin d'être caressé. Je ne vous recommanderais pas de rentrer dans l'enclos, mais c'est un bon petit gars. Un peu plus loin, dans un autre enclos, il nous montre des chèvres également clonées. Vous voyez la petite chèvre noire là-bas que nous avons clonée, avec la tête rayée noire au milieu? Eh bien, elle a un ADN très intéressant. Son lait contient un enzyme qui permet de lutter contre la malaria. Clou de la visite, cet animal, lui, a été fabriqué à partir des cellules du scrotum d'un autre cerf. Le but, c'était de dupliquer une mur exceptionnelle. Aux États-Unis, manger du clone est autorisé depuis le 1er janvier 2008. La FDA, Food and Drug Administration, le gendarme américain de la sécurité alimentaire, a conclu qu'il n'y avait pas de différence entre les produits alimentaires issus des clones et les autres. Depuis cette autorisation, toute une industrie s'est développée autour du clonage. Direction Austin, au Texas. Dans ce bâtiment est installée Viagen, une société fondée il y a 10 ans qui utilise les techniques inventées par le docteur Kramer à des fins commerciales. Viagen propose aux éleveurs de cloner leurs bêtes. Voilà sa publicité. Notre but, offrir aux éleveurs un nouvel outil qui permet d'améliorer la qualité des troupeaux, d'avoir des animaux en meilleure santé, mais aussi une technique qui réduit l'impact environnemental de l'élevage. Nous sommes passionnés par l'agriculture, nous sommes passionnés par cette nouvelle technologie et nous n'avons pas peur de le dire. Faire cloner une vache chez Viagen coûte environ 20 000 $. Comptez 200 000 $ pour un cheval. Un tiers des clones de la planète, 1600 bêtes, ont été clonés ici. Tout commence avec ce kit conçu par Viagen. La société l'envoie aux éleveurs qui en font la demande. Dans le sachet qu'on expédie, il y a tout ce qu'il faut pour effectuer un prélèvement de cellules. Celui-ci est spécialement conçu pour le bétail. Il y a plein de petits outils marrants que les éleveurs peuvent utiliser. L'entreprise expédie ses kits à cloner aux 4 coins du monde. Viagen dit avoir des clients dans une quarantaine de pays différents. Avec ce kit-là, ils vont pouvoir faire un prélèvement de tissu pour que nous puissions récupérer les cellules de l'animal. Alors tout doit être stérile. Ensuite, le prélèvement nous sera retourné dans cette petite boîte. Celle-ci est très sale, car elle vient de nous être renvoyée par la poste. On remet tout ça comme ça, avec quelques sacs de glace pour la conservation, et voilà. À partir de ces prélèvements envoyés par la poste, Viagen fabrique ensuite les clones dans son laboratoire. 15 jours plus tard, les embryons clonés sont renvoyés aux éleveurs, qui vont ensuite faire inséminer leurs bêtes. Pour le directeur de l'entreprise, Blake Russell, tout cela est devenu presque banal. Je répète sans cesse que ce que nous faisons n'a rien d'extraordinaire. Lorsque des gens qui ne sont pas du métier découvrent les animaux clonés, la première chose qu'ils disent c'est « Waouh !» Mais en fait, ils sont comme les autres. Ce sont des chevaux normaux ou juste des cochons.
Et ils sont toujours surpris. Si vous êtes opposé à la production industrielle de notre nourriture, ce que nous faisons sera toujours choquant. Mais si vous êtes à l'aise avec le fait de consommer des animaux, si vous aimez la viande et que vous voulez réfléchir à comment votre steak quotidien est produit, le clonage est une façon très logique de mettre à profit tout ce que nous savons sur la génétique et l'élevage, sans modifier génétiquement les animaux. Après l'interview, le directeur admet que 4 ans après son autorisation par les autorités américaines, le clonage reste toujours tabou, ce qui rend ses clients, les éleveurs, un brin frileux. Vous savez, 80% de nos clients ne disent pas qu'ils ont recours au clonage. Ah, ok. Ah bon? Autant que ça? Oui, pour différentes raisons. Certains, c'est pour des raisons de compétitivité. Ils ne veulent pas que leurs voisins sachent ce qu'ils font car ils veulent garder leur job et leurs clients. Et puis bien sûr, certains sont juste inquiets à cause de la mauvaise réputation du clonage. Mais comme ici, il n'y a pas d'interdiction, c'est très utilisé. Malgré cette méfiance, aux États-Unis, tous les spécialistes de l'élevage se sont convertis au clonage. C'est le cas de Bovine Elite. Fondée il y a 20 ans, cette PME texane est spécialisée dans le commerce de sperme de taureau pour l'insémination artificielle. L'insémination artificielle, c'est une technique vieille d'un demi-siècle. Et aujourd'hui, aux États-Unis comme en Europe, 85% des animaux d'élevage se reproduisent ainsi. La semence des mâles est recueillie dans des centres de collecte. Elle est ensuite transmise à un laboratoire pour que le sperme soit nettoyé et conditionné dans des paillettes. Ce sont ces petits bâtonnets congelés dans de l'azote liquide qui vont ensuite être commercialisés. Chez Bovine Elite, les photos des meilleurs donneurs sont exposées dans le hall d'accueil, comme ce taureau à bosse, un brahman, dont les paillettes se vendent 100 $ l'échantillon, ou encore ce charolais, à 35 $ la semence. Les paillettes sont conservées dans des réservoirs à moins 196 degrés. Le patron de l'entreprise, c'est Carl Rugg, et ses clients se recrutent dans le monde entier. Nous avons ici un réservoir spécifique pour l'exportation. Voici notre bonbonne internationale. Elle est réservée pour l'étranger. Durant la période de pointe pour la reproduction, nous avons, je dirais, entre 100 et 150 commandes par jour, ce qui représente des centaines de paillettes expédiées par semaine. Le clonage a bouleversé le business de cette PME. Dans le catalogue accessible sur Internet, une paillette vendue sur 4 provient aujourd'hui d'un taureau cloné. Grâce à cette révolution technologique, Carl Rugg a pu diviser ses prix par 5 et démocratiser le patrimoine génétique des meilleures bêtes. Là, le sperme d'un original vaut 150 $, celui du clone n'en vaut que 30. La plupart des taureaux d'élite produisent bien sûr encore du sperme, mais en faible quantité. Du coup, comme le produit est rare, son prix peut grimper jusqu'à plus de 100 $ la paillette. La semence de leur copie, leur clone, peut ne valoir que 30 $ par exemple. Il y a des cas particuliers, mais la plupart du temps, la copie génétique vaut beaucoup moins cher que l'original. Pour ses partisans, le clonage pourrait permettre de nourrir la planète à moindre coût. Mais la technique a ses opposants, même chez les éleveurs texans. Nous nous rendons à Sand Creek Farm. Ici, on produit du lait, du fromage et de la viande à l'ancienne. La patronne a fait le choix du retour à la terre et d'une agriculture raisonnée. Alicia Godfrey élève vaches, poules et cochons le plus naturellement possible. Elle s'affiche bio et vend très cher sa production. Beaucoup de nos clients veulent que les animaux ou les produits dérivés de ces animaux, voire même le sol qui sert à faire pousser les aliments, soient le plus proche possible de leur état d'origine. Pour la reproduction, Alicia laisse faire la nature. Pour elle, c'est le secret d'animaux heureux et la garantie d'une bonne viande. Ce mâle appartient à des amis et il est là pour faire connaissance avec les filles, afin que nous ayons des petits au printemps. En fait, on s'est aperçu qu'ils étaient très heureux dans ce pré. Ils sont très sociaux et ils adorent être caressés. Quand le moment est venu pour eux de mettre bas,
Ils aiment s'installer dans un abri avec de la paille. Ils se font un petit nid douillet pour accueillir leurs petits cochons roses, tellement mignons. Alisha est une ancienne étudiante du professeur Kramer. Elle a fait de longues études scientifiques, mais sur le clonage, elle a une opinion très tranchée. Tout ce qui est fait contre nature m'inquiète beaucoup en fait. Lorsque l'on commence à jouer avec le vivant, à ajouter quelque chose, à enlever quelque chose, c'est vrai que ça peut ressembler à un animal, sentir l'animal, mais on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit en fait. Je ne suis pas du tout à l'aise avec l'idée de manger un animal ou de consommer des produits issus de bêtes clonées. Aux États-Unis, Alisha est presque une exception. Le clonage a été autorisé sans véritable débat ni opposition. En dehors des États-Unis, l'Amérique du Sud, la Chine, le Japon et l'Australie ont eux aussi déjà autorisé le clonage. La prochaine cible des industriels américains, c'est l'Europe, et là ça coince. En France, le fer de lance de l'opposition au clone, c'est le professeur Gilles-Éric Seralini, un professeur de chimie moléculaire, fondateur du CRIGEN, un laboratoire de recherche indépendant. Il a fait parler de lui en publiant récemment une étude très polémique sur les OGM. Ses expériences sur les rats ont fait la une de toute la presse en octobre 2012. Les clones animaux zéro défaut, lui il n'y croit pas. Dès la fameuse brebis Dolly, une partie des animaux clonés se sont révélés être des animaux plus fragiles. Elle n'avait que 6 ans, mais la brebis Dolly a dû être euthanasiée. Le premier animal cloné souffrait d'une maladie pulmonaire incurable. Elle était née avec des anomalies chromosomiques et souffrait d'arthrite très prématurée pour son âge. Dolly, on avait cru qu'elle était saine. C'était la première brebis clonée à partir de cellules d'adultes. Et en fait, elle s'est avérée vieillir plus vite et avoir des maladies de gonflement, etc., des anomalies. Les autres brebis qui ont suivi ont la plupart du temps des anomalies dans le vieillissement. Parce qu'en fait, si vous voulez, cloner, c'est d'abord hériter des chromosomes d'occasion. C'est comme si on vous prenait une voiture, on vous changeait pas le moteur et qu'on vous mettait une carrosserie neuve à chaque fois. Forcément, vous avez des anomalies métaboliques qui vont s'accumuler. En Europe, le débat éclate publiquement en mars 2011, lorsque la Commission européenne est contrainte d'ouvrir le dossier de ces nouveaux aliments issus du clonage, mis sur le marché par les industriels, comme l'américain Monsanto ou le suisse Syngenta. Début mars 2011, plusieurs députés européens annoncent leur intention d'encadrer l'entrée des clones en Europe. Ils sont emmenés par l'eurodéputée écologiste Corinne Lepage, une proche du professeur Seralini. Nous, les parlementaires, on avait dit non. Et la Commission, elle voulait oui. Effectivement, le président de la Commission européenne, Juan Manuel Barroso, et son commissaire à la santé, John Daly, sont eux favorables au clonage. S'ensuivent 2 jours de négociations ininterrompues. Pour arriver à un accord, les anti-clonages sont prêts à faire de nombreuses concessions. Au départ, le Parlement européen avait une position très ferme, pas de clonage. Ensuite, ça a été, on accepterait une traçabilité, un étiquetage. Ensuite, ça a été, on accepterait une traçabilité et un étiquetage seulement pour la première génération clonée. Donc, vous voyez, c'était moins en moins bien. Et donc, la dernière soirée a été consacrée à ce sujet. On s'est séparés à 7 h du matin. On a passé la nuit. Et on n'a pas trouvé d'accord. Le 17 mars 2011, au petit matin, John Daly arrive en salle de presse pour acter l'échec des discussions. Tôt ce matin, après une longue nuit de négociations difficiles, nous avons dû abandonner les discussions en vue d'un accord sur le clonage. Le fait qu'on ne soit pas arrivé à un accord sur un engagement aussi faible, aussi ténu, montre qu'à mon avis, le lobby avait intérêt à ce qu'il n'y ait pas d'accord. Pourquoi ? Pas de règles. Pas de règles d'autorisation, mais pas de règles d'interdiction non plus. Donc on est dans un no man's land juridique, et c'est un no man's land juridique qu'ils utilisent pour pouvoir faire pénétrer assez tranquillement leurs paillettes. Donc je pense qu'il y a un vrai problème derrière tout cela.
En réalité, ce qui s'est joué ce jour-là, c'est la première manche d'une bataille industrielle qui pourrait bouleverser les équilibres agroalimentaires des prochaines années. Les Américains, les Canadiens, probablement derrière les Argentins, voire les Brésiliens, c'est-à-dire toute l'Amérique, voudraient nous imposer un modèle de viande clonée. En fait, pendant des mois, les industriels du clonage ont fait un puissant lobbying dans les coulisses de Bruxelles pour bloquer tout texte contraignant. Marco Contiero travaille pour Greenpeace. Il est spécialiste des questions de sécurité alimentaire. Pour lui, les Américains sont passés maîtres dans l'art de défendre leurs intérêts économiques. Le gouvernement américain et ses agences ont toujours fait très attention à soutenir les intérêts des entreprises du pays, surtout dans le domaine de l'alimentation. Nous l'avons vu avec le clonage, mais aussi avec l'hormone de croissance et avec les OGM, bien sûr. Cette pression se fait de manière très discrète. À Bruxelles, chaque semaine, ce sont des dizaines d'événements, de conférences, des lunchs, des débats, des apéritifs, des dîners, des petits déjeuners ou des tables rondes qui sont organisées par diverses sociétés. Enfin, soyons clairs, c'est les géants de l'agrobusiness et d'autres lobbies industriels qui sont derrière. En 2011, Marco Contiero a été le témoin d'une de ces réunions de lobbyistes très discrètes. Cela se passait à la Chambre de commerce américaine. Le thème des discussions ce jour-là, les OGM et le clonage. Selon lui, il y a autour de la table les plus grandes entreprises de biotechnologie, notamment Monsanto et Syngenta. La réunion est présidée par l'ambassadeur américain auprès des institutions européennes, William Kennard. Et invité d'honneur, John Daly, le commissaire européen qui est justement en charge du dossier au sein de la Commission européenne. Tous ces lobbyistes, payés par l'industrie pour faire pression sur les politiciens, tout cela sans aucun contrôle, c'est un énorme problème démocratique. Tout ce qui est dit sur le clonage devrait l'être ouvertement et il devrait y avoir un débat public. Gabriela Zanzanaini, elle, est membre de Food and Water Watch Europe, une ONG écolo américaine spécialisée dans la surveillance de l'alimentation. Opposée au clonage, elle sait que la bataille sera rude, parce que cette révolution pourrait rapporter des millions de dollars aux entreprises américaines. Les consommateurs européens ont prouvé qu'ils ne voulaient pas entendre parler de tels produits. Il faut bien savoir que les entreprises qui mettent au point ces technologies exercent une pression énorme sur les Européens. Ces sociétés qui ont dépensé des fortunes en recherche et qui ont breveté leurs découvertes poussent pour les faire accepter par les politiques européens. C'est le cas de Monsanto, bien sûr, mais aussi de Syngenta. Derrière les industriels, la militante pointe du doigt le rôle des responsables politiques américains, comme Barack Obama, qui poussent leurs entreprises afin qu'elles prennent la tête de cette révolution qui s'annonce. Les Américains font tout pour imposer les OGM et le clonage en Europe. Pour moi, les consommateurs ici sont tout simplement sacrifiés sur l'autel des intérêts américains. En l'absence de toute législation, les Américains ont déjà commencé à introduire leurs produits issus du clonage en Europe. Le patron de Viagen, l'entreprise de clonage au Texas, nous l'avait affirmé sans complexe. Vous savez, il y a des milliers de paillettes de sperme et d'embryons qui sont transférés vers l'Europe actuellement. Il y a des millions de descendants de clones partout dans le monde. Problème, en Europe, personne n'a jamais été informé de cette révolution qui se cache dans nos assiettes. Et sur les marchés, le mot clone fait peur. Ça me rassure pas, je pense qu'on n'a pas assez de recul sur le clonage et l'évolution que ça a sur notre propre organisme. Moi, je ne suis pas partisan, je fais très attention à ce que je mange. Bon, évidemment, je suis obligée de subir ce qui n'est pas indiqué sur les étiquettes, mais bon, oui, ça me gêne. Le clonage, c'est pas bon. Bio, c'est bon. Peut-être ça donne éventuellement des effets secondaires. On ne sait pas. Symptôme de cette peur, une polémique qui a eu lieu en Grande-Bretagne en août 2010. La presse britannique révèle que du lait issu de vaches clonées est en vente libre dans des supermarchés écossais. Du lait issu de vaches clonées dans les magasins britanniques. Les tabloïds anglais réclament l'abattage du troupeau. 100 vaches clonées dans une ferme britannique. Des super-veaux pénètrent secrètement dans la chaîne alimentaire. Mise en cause par la presse, le plus gros producteur laitier d'Écosse, Stevie Ness.
Son troupeau est né de paillettes de sperme achetées aux États-Unis sur Internet. Des paillettes issues de clones. Et leur lait est en vente dans tous les supermarchés de la région. Nous tentons de retrouver ce producteur. Direction l'Écosse. Sa ferme est à Nairn, dans les Highlands, non loin du Loch Ness. Difficile de trouver son chemin par ici, il n'y a pas de panneaux et les fermes sont rares. Nous frappons à la porte de la première exploitation que nous rencontrons. Bonjour. Je suis complètement perdue. Je cherche en fait New Meadow, la ferme de Drundarn, celle de la famille Innes. Il cherche quoi? Les Innes? Je cherche la ferme de la famille Innes. Ah oui, la famille Innes. C'est une grosse unité laitière. C'est celui qui a des vaches bizarres. Visiblement, les voisins connaissent bien l'éleveur que nous cherchons et ils ne sont pas choqués par son recours au clonage. Vous savez, il n'a rien fait de mal à part travailler très dur pour faire vivre son exploitation et nourrir ses petits-enfants. Ils n'ont même pas dissimulé ces animaux. Ils les ont même achetés par un biais légal. Cloner pour gagner plus, les voisins n'y trouvent rien à redire. Grâce à leurs indications, nous finissons par trouver la bonne ferme. C'est dans ces bâtiments que se trouve le troupeau de Steve Innes, une centaine de vaches laitières, toutes issues de paillettes de sperme de clones. Nous tentons de rencontrer l'éleveur. Bonjour, je travaille pour la télévision française et j'aurais souhaité rencontrer Steve Innes. C'est à quel sujet? En fait, c'est à propos de vos bêtes et du troupeau. Oh non, vous ne trouverez personne pour vous parler ici. Nous ne voulons plus entendre parler de ça. Nous souhaitons vraiment oublier tout ce scandale. Après avoir dû répondre à des journalistes venus du monde entier, l'éleveur et sa famille refusent désormais de parler de l'affaire. Le troupeau issu du clonage est toujours là et il n'a pas été abattu. Du fait de l'absence de réglementation européenne, le fermier n'a rien fait d'illégal et son lait est sans doute encore commercialisé dans certains supermarchés britanniques. Des produits issus de clones circulent-ils aussi en France? Comme l'a fait l'éleveur écossais, il est très simple pour un éleveur français d'acheter des paillettes ou des embryons de clones sur Internet. Nous nous faisons passer pour Jean, agriculteur de la ferme des Olives. Comme l'acheteur écossais, nous contactons un site américain qui propose du sperme et des embryons de nombreux animaux. Parmi ces offres, des dizaines de clones de vaches laitières. Nous leur adressons un email. Je serais intéressé par plusieurs embryons de vaches laitières. Très vite, le site nous répond et nous propose des embryons de cette jeune vache clonée, Apple II. Le lot d'embryons est à 1 500 $. Nous ne donnerons pas suite, mais le site nous assure qu'il peut nous livrer sans problème en France sous quelques semaines. Impossible de savoir combien d'éleveurs en France utiliseraient aujourd'hui ces nouvelles technologies. Nous nous sommes rendus au ministère de l'Agriculture, rencontrer Jean-Luc Angot, le directeur général adjoint de l'alimentation. Selon lui, les éleveurs français ne seraient tout simplement pas intéressés par le clonage. On n'a pas de demande particulière de la part de la profession agricole pour autoriser le clonage. On est un pays qui accorde beaucoup d'importance à la biodiversité en matière génétique, dans le domaine animal comme dans le domaine végétal d'ailleurs. Et on considère que le clonage n'est pas une avancée en matière de protection du patrimoine génétique national. Christophe Labbé est journaliste. Il a mené l'enquête sur le clonage en France. Et pour lui, contrairement à ce que dit le ministère de l'Agriculture, certains éleveurs français n'hésiteraient pas à recourir au clonage pour gagner plus d'argent. Nous avons été en contact avec des vétérinaires qui nous affirment que certains éleveurs leur ont fait part de leur intérêt pour ce type de technique. C'est un peu le syndrome du nuage de Tchernobyl. C'est ce qui s'est passé en Grande-Bretagne ne pourrait pas se passer en France. Alors que c'est la même réalité économique, les mêmes contraintes réglementaires et qui a la même facilité d'approvisionnement via des commandes Internet. Donc, bien évidemment, ce qui s'est passé en Grande-Bretagne, c'est-à-dire la possibilité que le consommateur, qu'on lui mette dans l'assiette des animaux issus du clonage, elle est réelle. Et ce ne sont pas les affirmations des pouvoirs publics qui vont faire croire le contraire.
Confirmation à Bruxelles, le porte-parole de la Commission européenne pour les questions de santé, Frédéric Vincent, reconnaît lui-même que la viande issue de clones peut pénétrer en Europe sans contrôle. Est-ce que des producteurs européens de viande bovine ou de lait peuvent importer ce matériel? La réponse est oui, ils le peuvent. Et actuellement, il n'y a pas de système de traçabilité dans l'Union européenne. Nous avons sans doute déjà mangé du clone. Tout simplement parce qu'en l'absence de contrôle et d'étiquetage spécifique, impossible de savoir ce que contient notre assiette. D'autant que l'Europe importe chaque année entre 300 000 et 400 000 tonnes de viande des pays ayant autorisé le clonage, comme l'Argentine, le Brésil, la Colombie et les États-Unis. Trouver ce genre de viande est très facile en France. Démonstration dans un magasin de surgelés. Dans ce plat de lasagne, modèle familial par exemple, de la viande d'Argentine. Même constat chez un grossiste où s'approvisionnent de nombreux restaurateurs. Au rayon boucherie, nous tombons sur 10 kg de côte de bœuf, du Black Angus, de la viande américaine. Elle pourrait être issue de bêtes clonées, mais rien ne l'indique sur l'étiquette. Le journaliste Christophe Labbé dénonce cette absence de traçabilité. Dans les boutiques en France ? Aujourd'hui, le consommateur sur ce type de produit n'a aucun moyen de savoir si cette viande est issue d'animaux clonés ou pas. Aucun moyen de le savoir. En fait, le clonage au jour d'aujourd'hui, c'est pas un problème de santé publique. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une question de milliers de morts causées par l'absorption de produits clonés si ça se généralisait. On est sur un problème de démocratie. C'est-à-dire que vous avez des consommateurs qui refusent qu'on leur mette des produits issus du clonage dans l'assiette. Et à partir de ce moment-là, vous avez des lobbies qui essaient de passer en force, qui essaient de neutraliser la réglementation le plus longtemps possible pour rendre légale la mise dans l'assiette de produits issus du clonage. Même si les consommateurs ne le savent pas, la viande clonée sur nos tables, c'est déjà une réalité. Et une autre révolution s'annonce déjà. Les AGM, les animaux génétiquement modifiés, de nouvelles espèces créées de toutes pièces en laboratoire par des manipulations totalement expérimentales. Comme pour les plantes OGM, il s'agit cette fois de croiser l'ADN d'espèces différentes. Bienvenue chez les apprentis sorciers du vivant. Les cochons par exemple, leur élevage pose un problème. Ils polluent les sols à cause des molécules de phosphore contenues dans leur urine. Des chercheurs viennent de découvrir qu'en leur implantant de l'ADN de souris, ils pouvaient corriger ce défaut. Résultat, un cochon non polluant que les chercheurs appellent un enviropig. Notre enquête nous emmène à Édimbourg, dans le même laboratoire où Dolly la brebis clonée a été inventée. Le patron ici, c'est Bruce Whitelaw, un pionnier des animaux génétiquement modifiés. Il nous emmène découvrir ses créations les plus récentes. Direction une ferme expérimentale, un peu à l'écart de la ville. Le projet est secret et il nous a demandé de ne pas localiser cet élevage pour éviter toute incursion d'opposants à ses travaux. Sur le terrain, c'est un Français qui dirige le projet de recherche, Shamsi Sarkis. Sa spécialité, les manipulations sur les cochons. Il en a plusieurs dizaines dans cet enclos. Pour visualiser l'efficacité de ces manipulations, il a commencé par créer ce cochon expérimental au groin un peu particulier. Ce cochon a le nez un peu vert, un peu jaune. Si on avait une lumière bleue qui était projetée sur lui, on verrait un nez complètement fluorescent vert. En fait, on a introduit un gène qui s'appelle la GFP pour Green Fluorescent Protein, qui est une protéine verte fluorescente issue de la méduse. On prend un morceau d'ADN et on l'injecte dans l'embryon, le stade une cellule, l'œuf de l'animal, et ce gène va venir s'intégrer dans son génome et va faire partie de son patrimoine génétique. Et donc l'animal va exprimer cette protéine verte et va avoir ces cellules
qui deviennent vertes, comme une méduse peut avoir des cellules vertes fluorescentes. Dans le box d'à côté, il a carrément implanté dans l'animal un gène humain. Dans ces cochons, on a introduit un gène humain qui mime une maladie des yeux qu'on retrouve chez certains patients, une dégénérescence de l'œil, de la rétine. Et ça nous permet ensuite d'étudier cette maladie sur ce qu'on appelle un modèle animal, parce que l'œil du cochon est très proche de l'œil humain, et donc on pouvait mimer des maladies qu'on ne pouvait pas mimer chez des rongeurs. Pour ces chercheurs, ce sont les premiers pas d'un véritable mécano génétique. Ce qui est très excitant en ce moment, c'est que nous savons désormais manipuler les embryons au stade de quelques cellules. Nous pouvons leur enlever ou leur ajouter de nouvelles fonctionnalités génétiques. Je vais vous donner un cas concret. Si par exemple votre animal résiste bien à une maladie, eh bien si on réussit à renforcer cette particularité, nous serons alors capables de lui faire mieux combattre ce virus. Du coup, l'animal résistera bien mieux à la maladie et n'aura plus besoin d'être soigné, ni besoin de médicaments. Voici le genre de projet sur lequel nous travaillons. À travers le monde, des chercheurs ont aussi développé des poules résistantes au virus de la grippe aviaire, H1N1, ou des moustiques qui ne transportent plus la malaria et fait escompter éviter la mort de millions de personnes chaque année. Avec les animaux génétiquement modifiés, les possibilités sont infinies. Beaucoup de ces AGM sont destinés à la lutte contre les maladies. Mais une partie d'entre eux vont aussi un jour atterrir dans notre assiette. Direction les États-Unis. Ici, des sociétés commerciales ambitionnent déjà de proposer ces animaux génétiquement modifiés aux consommateurs. Elles se sont regroupées dans un syndicat, il s'appelle Bio, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas des écologistes. Au contraire, ce sont des industriels des biotechnologies les plus innovantes. Nous avons rendez-vous avec le porte-parole de ce lobby, le Dr Edwards. À l'écouter, les animaux génétiquement modifiés signeraient la fin de la plupart des malheurs du monde. Quelques-unes des découvertes que nous voyons arriver à l'horizon peuvent radicalement transformer notre alimentation. Aux États-Unis, bien sûr, mais aussi sur toute la planète, puisque notre société est désormais totalement globalisée. Ces biotechnologies peuvent rendre les aliments plus sains, améliorer aussi la santé animale, mais elles peuvent également se révéler plus économes en énergie. Nous pourrions aussi facilement nourrir toute la planète. Nous en sommes encore le plus souvent au stade du développement, mais nous voyons déjà un potentiel énorme dans l'avenir. À la pointe de ces recherches, le saumon. C'est le poisson le plus consommé sur la planète. Et aujourd'hui, un laboratoire en a créé une espèce transgénique. Il est 10 fois plus gros qu'un saumon sauvage et permet de commercialiser beaucoup plus de chair. D'après ses créateurs, il pourrait révolutionner l'aquaculture et nourrir la planète. Il a été inventé par une société américaine, AquaBounty. Nous avons demandé à la société de nous ouvrir ses portes. Elle a refusé. AquaBounty prévoit d'élever ses saumons au Canada, dans l'estuaire du Saint-Laurent. De l'autre côté du pays, à Vancouver, l'État canadien a chargé un laboratoire indépendant d'étudier l'impact de ce poisson mutant sur les écosystèmes et l'environnement. Le biologiste Bob Devlin, qui gère ce programme de recherche, a reproduit à l'identique les saumons d'AquaBounty. Dans son laboratoire, il en élève des milliers pour étudier leur comportement et évaluer leur impact potentiel sur l'environnement. Voici les saumons génétiquement modifiés. Ils sont porteurs d'une hormone de croissance transgénique. Les chercheurs ont commencé à travailler sur les poissons génétiquement modifiés au début afin d'améliorer les rendements en aquaculture. Un des objectifs principaux de ces recherches, c'était de réussir à les faire grandir plus rapidement. Cela a été possible en injectant à leur ADN un gène de croissance issu d'une autre espèce. Le professeur Devlin injecte ces gènes supplémentaires directement dans les embryons. Ensuite, ces œufs passent 2 mois dans le noir, dans un incubateur, avant d'être mis dans ces bassins, où ils se développent très rapidement. Et quand on met côte à côte les saumons génétiquement modifiés et les originaux, à âge égal, la différence de taille est flagrante.
En jaune, les saumons normaux. En vert, les AGM. Ces animaux en sont à 8 mois de croissance après la sortie de l'œuf. En bas, vous avez un poisson non transgénique. Il est de la taille normale pour un saumon à cet âge. Celui-là vient de notre groupe transgénique. En moyenne, nous constatons une différence de taille allant de 10 à 20 fois plus entre les individus normaux et ceux génétiquement modifiés. L'hormone de croissance transgénique influence énormément la croissance des poissons au cours de la première année. Mais ces manipulations génétiques n'influencent pas que la croissance des poissons. Elles modifient aussi leur comportement. Lorsqu'on leur lance des granulés, les saumons classiques, loin de se jeter sur la nourriture, sont méfiants et restent au fond du bassin. Voici l'attitude normale des saumons sauvages. Ils ont peur de nous, comme on peut s'y attendre avec des poissons. Ils font très attention à ce qu'il se passe autour d'eux. Pour faire la comparaison, le scientifique fait la même expérience dans le bassin des saumons génétiquement modifiés. Le résultat est bien différent. Les poissons se précipitent sur la nourriture. C'est cette différence de comportement qui pose problème. L'hormone de croissance transgénèse a radicalement changé leur comportement. Maintenant, ces saumons ne pensent qu'à une seule chose, trouver de la nourriture. Ils sont beaucoup plus efficaces pour trouver de quoi manger que des saumons normaux. Nous l'avons constaté lors des études en laboratoire, quand nous avons mis les deux espèces ensemble. Les transgéniques consomment toute la nourriture et finissent par remplacer à terme les autres espèces. Aujourd'hui, après 7 années d'études, Bob Devlin met en garde le gouvernement canadien sur les risques que font courir ces nouveaux poissons à l'environnement. Nous ne pensions pas que les modifications génétiques entraîneraient autant de changements. Alors bien sûr, je pense que ces poissons ont un potentiel immense. Mais je crois qu'il faut bien analyser tout cela, au cas par cas, avant de réussir à faire une évaluation complète des risques éventuels posés par ces poissons transgéniques. Depuis 10 ans, la société Aquabounty tente d'obtenir le feu vert du gouvernement américain pour commercialiser ses saumons. Mais les écologistes y sont farouchement opposés. Il y a même eu des manifestations devant la Maison Blanche. Ils ont rebaptisé ce saumon poisson Frankenstein. Celui qui a pris la tête de la croisade anti-saumon, c'est Eric Hoffman, un des dirigeants des Amis de la Terre. Sa crainte, que ces poissons Frankenstein s'échappent de leur bassin et provoquent la disparition des saumons sauvages. Le jeune homme s'est rendu sur l'île canadienne où se trouve la ferme expérimentale d'Aquabounty et il en est revenu très inquiet. Vous voyez sur cette photo, je me trouve juste là. Juste derrière moi, il y a l'aquaferme d'Aquabounty et juste derrière, à seulement 5 ou 7 mètres, se trouve la baie de Fortune. Leur site est incroyablement proche de la mer. Et s'il arrive quoi que ce soit, une inondation, un problème dans leur cage ou avec leur filet, vous pouvez imaginer comme leurs poissons pourraient très vite se retrouver dans la baie. Et autant que nous le sachions, ils n'ont pas évalué l'impact d'un tel événement. L'instance qui doit délivrer l'autorisation de commercialiser ces saumons Frankenstein, c'est la Food and Drug Administration, l'agence fédérale de sécurité alimentaire. Eric Hoffman en attend beaucoup. Nous voudrions que la FDA refuse son autorisation au saumon génétiquement modifié d'Aquabounty. Ce poisson menace les populations de saumons sauvages qui sont déjà en danger aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Cela menace également les écosystèmes marins ainsi que les communautés de pêcheurs sur les 2 côtes américaines et dans le monde entier. Et cela peut aussi s'avérer dangereux pour la santé humaine. Nous travaillons donc à convaincre la FDA de refuser. À la FDA, le débat entre les pro-AGM et les contre fait rage. Signe que rien n'est tranché, depuis 8 ans qu'ont commencé les discussions, l'instance américaine n'a toujours pas pris de décision sur le saumon d'Aquabounty. Si elle l'autorisait, ce serait une immense victoire pour le lobby des biotechnologies. Ce poisson serait leur cheval de Troie, en quelque sorte. Nous sommes persuadés que dès que la FDA aura donné son feu vert, les portes s'ouvriront sur un nouveau monde où les animaux génétiquement modifiés seront omniprésents dans notre chaîne alimentaire et dans nos assiettes. Récemment, les chercheurs ont inventé des porcs qui font de la viande sans cholestérol,
et des vaches qui produisent du lait maternisé. Après les saumons mutants, les vaches et les moutons clonés, la manipulation du vivant ouvre aujourd'hui les portes les plus folles. Une révolution qui change déjà nos modes de consommation, mais dont les consommateurs sont pour l'instant tenus à l'écart. C'est la fin de ce numéro de Spécial Investigation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, nous enquêterons sur l'Afghanistan avec un document étonnant. Une journaliste occidentale a tourné là-bas pendant 10 ans, de la chute des talibans à aujourd'hui. Cela permet de comprendre pourquoi la population est passée de l'espoir au désenchantement, puis au rejet de notre intervention militaire. Alors rendez-vous lundi prochain à 22h40. D'ici là, continuez de décrypter l'info sur Canal. Bonne semaine, salut!